Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit des ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à RTPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines sont mises sur la table et l'invité vient avec nous sur le plateau pour tenter de l'analyser. Mbosso, Bahati, Lukonde Sama et François Béat étaient ce matin chez le cardinal Ambongo. Est-ce une manière de capituler du régime? Le président de la République veut-il s'agenouiller devant l'Église catholique? Quelle analyse faut-il faire de cette rencontre? On en parle dans cette émission. On reviendra également sur le Congo Hold-up, cette vaste affaire où Kabila est cité pour avoir détourné plusieurs millions de dollars américains. Le budget de l'État et plusieurs autres questions importantes de l'actualité seront également évoquées. Un invité sur ce plateau, un habitué de nos shows qui a donc décidé encore de nous rendre visite aujourd'hui, c'est M. Alain Bolodjoa. M. Bolodjoa, bonjour. Bonjour en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Fait toujours un grand plaisir de vous avoir sur les plateaux. Je rappelle que vous êtes homme politique. Vous menez un courant qui prône l'application de l'article 64 pour chasser le président Tshisekedi et le régime du pouvoir. C'est exactement ça. Merci pour le rappel. Ok, d'accord. Alors, je voulais faire un peu un mot sur votre livre que je vois sur la table. Monsieur Bolodjoa, non seulement homme politique, mais aussi la photo au Mongala solo non, ça date donc monsieur Bolodjoa est non seulement en politique mais aussi écrivain. Voilà, je vais vous présenter son ouvrage. Notre ami, vous le regardez d'ailleurs là-bas, l'ouvrage que vous pouvez acheter n'importe où à n'importe quel moment. Le thème c'est forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs économiques et écologiques. C'est signé par Alain Bolodjoa. Les livres coûtent $20. Exact. À Kinshasa, $20. En Europe, 30 €. Mais si vous achetez ça, une bonne partie, tu 40%. Prends 40% pour les œuvres. Tu dis quoi exactement dans cet ouvrage, mon cher frère? Ah, ok. En fait, nous avons essayé, ça date de 2013, nous avons essayé de faire une analyse croisée entre les objectifs écologiques et les objectifs économiques, justement, pour mettre en évidence le contradiction qu'il y a dans le politique international sur la problématique du réchauffement climatique, mais aussi sur le rôle que devrait en principe jouer notre forêt. D'une part, il y a la fonction écologique qui voudrait assez que nous conservions notre forêt, et d'autre part, il y a la fonction économique qui voudrait assez que nous exploitons, mais cette fois-là de manière rationnelle, pour que nous arrivions effectivement à booster notre économie. Parce que comme vous le savez, la forêt détient plusieurs ressources, tant fauniques que floristiques, et celle-là a une forte valeur économique sur le marché. Nous avons le produit forestier ligneux et le produit non ligneux. Le produit ligneux, c'est ce que nous voyons en termes de bois. Chaque jour à Kinshasa, il y a des industries ou des sociétés qui utilisent le bois pour la charpente et tout ce qui va avec. Il y a l'industrie aussi qui transforme ces produits en d'autres produits tels que le meuble et consorts. C'est-à-dire que nous pouvons exploiter notre forêt. Nous avons plus de 145 millions de forêts et fort malheureusement, nous n'arrivons pas à bien capitaliser ou à optimiser la production. 140 millions d'hectares de forêt. 140 millions d'hectares de forêt. Okay. Et nous n'arrivons pas à mettre en valeur ces forêts. Là où il y a la forêt, il y a la pauvreté. Je prends ici le cas des pygmées qui n'arrivent pas à s'en sortir justement parce qu'il y a non seulement un blocage culturel, mais aussi il y a les inégalités qui existent. Non, mais parlons-en justement. On a organisé la COP21 aujourd'hui. J'ai vu sur les réseaux sociaux COP26 à Glasgow. Beaucoup salué, comment il s'appelle, notre ministre de l'économie,
Madame Bazaïba, soi-disant qu'il aurait obtenu beaucoup de choses. Félix Tshisekedi était là, il a été reçu parce qu'il ramène... Mais il y a aussi une frange des gens qui disent que ça a été un rendez-vous raté. D'abord, pour nous, en termes de retombées, on parle de quoi? Des moins d'1 milliard de dollars américains. Comment vous avez jugé les retombées et la sortie du président de la République par rapport au COP26? Bon, je crois que c'était un show. Et fort malheureusement, nous comprenons que M. Félix Tshisekedi n'a aucune maîtrise des enjeux. Et fort malheureusement, même le gouvernement veut... apparaître comme s'il y avait quelque chose de substantiel. Il faudrait déjà reconnaître que au niveau de Copenhague, il a été résolu que les puissances industrielles puissent apporter 100 milliards de dollars justement pour soutenir le pays en difficulté. Là déjà nous sommes au niveau de la COP 25. Là maintenant c'est 26, mais là c'était déjà bien avant. Et à Paris, ils ont réaffirmé cette volonté. L'année passée, on a eu à décaisser, non, c'était en 2019, c'était dans les 76 milliards de dollars. Qu'avons-nous gagné? Aujourd'hui, c'est 100 milliards de dollars de promesses. Ce n'est pas du cash, c'est une promesse. Ça peut aussi nous amener jusqu'en 2023. Sur les 100 milliards mis à leur disposition, le bassin du Congo, pas la RDC, le bassin du Congo sera en mesure de mobiliser 1,5 milliard. Mais il y a 6 pays. Et nous sommes la force, nous sommes le premier, le géant, avec près de 60% du potentiel forestier. Donc pour les bassins du fleuve Congo, 1 milliard seulement réservé. Non, mais 1,5 milliard. Non, mais c'est un échec alors. Non, mais effectivement, parce que nous n'avons rien obtenu en septembre. Et d'ailleurs, la décision n'a pas été prise cette année, ça a été prise bien avant. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait sur base de l'ordre politique. Ça a été négocié bien avant. J'aurais souhaité que M. Félix Tshisekedi et sa cohorte arrivent d'abord à poser le vrai problème. Quel est le rôle que doit effectivement jouer notre forêt? Nous n'avons pas que la forêt. Nous avons des tourbières qui jouent de manière efficace dans la captation de gaz à effet de serre, qui arrivent cette fois-là à stabiliser l'écosystème. Donc là, ça démontre que M. Félix Tshisekedi n'a aucune mesure. Il suffit seulement de voir ce que les autres nations, ce que les autres pays ont obtenu. Vous allez vous rendre compte, c'est quand même ridicule. Le Brésil en a combien? A obtenu combien? Bon, sincèrement... Parce que généralement, on partage entre le bassin du fleuve Congo et la forêt d'Amazonie. Oui, déjà, le Brésil, l'Amazonie a déjà beaucoup d'avantages par le simple fait que, non seulement qu'ils ont l'étendue, mais ils ont mis en place de bonnes politiques, justement, pour capter des fonds. Il n'y a pas que ces fonds, il y a d'autres fonds qui existent. Par exemple, dans le cas de RED+, il y a des fonds. Vous prenez dans le cas de Nations Unies sur le réchauffement climatique, il y a des fonds, et aussi par rapport à ce qui s'était fait, il y a des fonds. Fort malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à avoir ne fût-ce que 10%. Et pourtant, si vous prenez notre potentiel, déjà par rapport au revenu qui va en résulter au niveau du bassin, on devait avoir 60%. Sur 1,5 milliard, nous n'aurons peut-être que 500 millions de dollars. Le Congo-Brazza, qui vient en 3e position, est toujours au top. Ça prouve à suffisance qu'il n'y a aucune politique, c'est du sensationnel, c'est du cosmétique, et voilà. Alors, Alain Bolodja, allons dans la politique, parce que c'est vraiment pour ça que je vous ai fait venir ici. Ce matin, on a vu, le Gotha du régime actuel être reçu par le cardinal Lambongo, Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso, François Béa, Samalou Kondé, ils sont allés. Beaucoup disent que c'est la manière pour le régime de chercher un dégel. Comment vous analysez cette descente du régime auprès du prélat catholique? Est-ce que M. Tshisekedi a décidé de capituler face à la pression de l'Église catholique? Bon, je crois que M. Félix Tshisekedi veut duper l'Église pour une fois de plus au fait. Qu'est-ce qui a fait changer M. Félix Tshisekedi par rapport à sa position? C'est justement parce qu'il a compris que le rapport des forces n'était plus le même. L'Église catholique, l'Église protestante continuent effectivement à soutenir leur première position, qui voudrait assez que l'on donne à la République, d'après leur entendement, la possibilité d'avoir de bonnes élections.
M. Félix Sekedi qui n'a pas su négocier avec l'Église catholique. Il a fait son forcing avec ces fameux Denis Kadima, et l'Église a dit, niet, elle ne pouvait pas continuer à cautionner cela. Parce qu'il vous souviendra qu'en 2019, l'Église avait dit, du mal pouvait sortir le bien. Or, nous savons tous que rien de bien ne peut sortir du mal. Mais elle avait quand même pris la position de soutenir, non pas M. Félix Sekedi, mais plutôt la continuité du fonctionnement régulier de l'État. Aujourd'hui, nous avons vu le membre de l'UDPS passer dans des chaînes de télévision, jeter de l'opprobre sur le cardinal. Effectivement, mais il n'y a pas que lui. C'est chaque jour qu'ils sont en train de l'insulter, de l'injurier même. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer avec ces bras de fer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers l'église. Et là, au lieu d'utiliser seulement les gens qui avaient le courage d'aller dire n'importe quoi sur le cardinal, ils ont envoyé le chef des institutions. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà par rapport à la présence de ces personnalités? Vous avez le conseiller spécial sur des questions sécuritaires. Il représente directement l'institution président de la République. Vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat qui représentent l'institution Parlement. Et vous avez le gouvernement. Bref, les trois institutions politiques qui constituent le socle de leur famille politique. Et ils ont dit ceci, que le papa Mbongo est réellement leur papa, il est leur père sur le plan spirituel, et l'État n'est pas en conflit avec l'Église. Mais là où ça manquait un peu de subtilité, d'intelligence dans le propos, ce n'est pas l'État qui était en conflit avec l'Église. C'était plutôt l'union dite sacrée. C'est l'union dite sacrée qui est en conflit avec l'Église. Parce qu'aucun texte dans ce pays qui met en porte-à-faux ou qui se met en porte-à-faux avec ce que l'Église défend. L'Église défend des valeurs. M. Félix Sekedi et sa cohorte se sont permis de marcher sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Parce que par moment dans le débat, on voudrait nous faire voir qu'il n'y a aucune disposition qui n'a été violée. Non. La loi a été suffisamment claire. Pour qu'une confession religieuse dépose la candidature ou porte la candidature de quelqu'un, cette confession religieuse doit avoir une certaine expertise sur le processus électoral. La personne qui est aujourd'hui portée à la tête de la CENI était candidat en 2020. Et c'est que les gens semblent négliger. Il n'était pas porté par l'église Kimbangiste, mais il était plutôt porté par je crois que c'était l'armée du salut. L'église Kimbangiste, il a changé. En une année, l'église Kimbangiste avait présenté Malonda. Ce n'était pas Denis Kadima. Mais qu'est-ce qui s'est fait pour qu'on arriva cette fois-ci à avoir Denis Kadima porté par l'église Kimbangiste? Et le père spirituel de l'église Kimbangiste, Simon Kimbangu Kiangani, que je salue d'ailleurs en passant, avait dit qu'ils n'ont fait que porter. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un que eux connaissaient. Alors que la loi ne voulait pas que déjà au départ, l'église Kimbangiste ne s'est jamais intéressée sur des questions électorales. Ils n'ont jamais déployé les observateurs. Il n'y a aucune structure de l'église Kimbangiste qui s'occupe du processus électoral. Et d'ailleurs, dans leur philosophie, ils ne s'intéressent même pas à ce genre de questions. Ce qui veut dire que là, l'église a été utilisée pour des fins politiques. Et lorsque M. Mbosso vient devant le cardinal, il donne l'impression comme si c'était l'État qui était en conflit. Non, c'est l'union dite sacrée. C'est l'union dite sacrée qui a violé les lois de la République, qui s'est permis de présenter de manière la plus sauvage. Non, on parle quand même de l'État parce que, bon, on est au niveau de la commission électorale qui est une institution de l'État, entérinée par la CENI qui est plutôt l'Assemblée nationale, une institution de l'État.
valider avec l'investiture du président de la République une institution de l'État, prestation de serment devant le cause des tribunaux. Comment vous pouvez dédouaner ce processus-là des structures étatiques et dire que c'est une question politique? Non, nous sommes en pleine CENI. Il n'a rien à voir avec la politique, ça c'est l'État. Non, le problème c'est qu'il faut faire la part de choses entre les institutions qui représentent l'État et les animateurs des institutions. Le problème n'était pas avec les institutions, parce que les institutions en tant qu'ensemble de principes ne peuvent pas se heurter avec l'Église. Est-ce que vous savez que dans notre loi électorale, on a reconnu le caractère sacré de l'Église? Voilà pourquoi nous avons voulu que le président de la CENI provienne et soit porté par les églises. C'est-à-dire que l'État en lui-même n'est pas en conflit avec l'Église. Parce que l'État, c'est sans le loi. Aucune loi ne impose un caractère belliqueux en termes de relations entre l'État et l'Église catholique ou les autres églises. Ce sont les animateurs. Mbata n'a pas agi en tant que président de la commission, c'est le bon, mais il a agi plus en tant que militant. Tout le plan qui a été boutiqué justement pour mettre en mal le processus de désignation n'était pas fait par rapport à la loi, mais par rapport aux visées politiques. Et donc, le fait seulement d'avoir été là, il n'avait même pas le droit de parler pour le compte de l'État, justement parce qu'il était venu en tant que représentant de M. Félix Tshisekedi, qui est l'autorité dite morale de leur famille politique. Donc, qui devait être là? Kabound, Kabouya, les porteurs des vestes politiques? Non, mais s'ils avaient une coordination, si l'union dite sacrée n'était pas ce que nous voyons, c'est-à-dire une association, bon, je voulais dire une association des malfaiteurs, je les retire. Si c'était une organisation, s'ils étaient des hommes sérieux, normaux, ils devaient être représentés par le coordonnateur de leur famille politique. Parce que c'est que moi je voudrais dire à l'opinion, on doit éviter de prendre la saleté de l'union sacrée et de le coller aux institutions. Lorsque vous formatez le forçage, lorsque vous cherchez à duper les autres ou à manipuler les autres ou sinon à vous imposer en tant que classe politique, ne parlez pas en termes des institutions, parce que nos institutions ont de loi. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas aller rendre visite au cardinal Ambongo pour traiter sur ces questions-là. Sur le plan normatif, il n'a pas ce droit. S'il est allé, il est effectivement allé en tant que membre de la majorité parlementaire. Alors, si on confond le tout, on risque de nous emballer dans leur raisonnement et au finish, on risque de croire, non, voilà, le président de l'Assemblée était là. Alors qu'en réalité, nous avons vu effectivement que toutes les institutions étaient représentées, mais ils ne sont pas partis là-bas en tant qu'institution. Ils sont allés en tant que militants de l'UDPS, de ce que vous appelez Union Sacrée. Alors, allons dans le fond de ce qu'il dit. Mbosso a dit qu'ils sont venus à mettre des lumières sur un certain nombre de choses. Le cardinal lui-même a dit qu'on repart à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut oublier le combat sur la dépolitisation de la CENI, il faut oublier le combat sur Denis Kadima. Ça veut dire l'Église catholique est désormais rangée. Comment voyez-vous le fond? Vous avez peur que désormais les réclamations contre Denis Kadima s'estompent? Bon, vous savez déjà que nous ne sommes pas dans leur logique. Nous ne faisons qu'analyser le fait. Ce qui est vrai. Non, c'est que vous êtes dans la logique des... Oui. Nous sommes dans la logique de la Constitution, pas des arrangements particuliers. Ce qui est vrai. Connaissant Papa Ambongo, je ne pense pas qu'il va fléchir devant ces caprices de l'union dite sacrée. Parce que lui, déjà au départ, il a double responsabilité. En tant qu'élite congolaise, mais aussi en tant qu'élite religieuse. Dans sa croyance, il n'a pas le droit de se laisser emballer par cette forme de compromission. Il ne peut pas, n'est-ce pas, trahir son serment en tant que religieux. Il ne peut pas brader ses relations avec son Dieu, justement pour assouvir les appétits gloutons de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est déjà un fait. Et deuxièmement, en tant que ressortissant de la nation congolaise, en tant que ressortissant de la République, connaissant les réalités du terrain, il ne peut pas aussi se laisser emballer dans cette logique. Ce qui veut dire quoi? Même s'il pouvait avoir ces intentions-là, au regard des déclarations qui ont été faites, au regard de la réalité sur le terrain, je ne pense pas
que Papa Mbongo peut abdiquer devant cette réalité. Donc c'est une peine perdue, il ne fallait pas y aller. Non, mais ils ont fait quand même quelque chose parce que tous ceux qu'ils utilisent là comme de communicants, leur porte-parole et tout ça, doivent comprendre que M. Félix Tshisekedi n'a que son nom en termes d'atout. Ne pensez pas qu'il peut utiliser les instruments de l'État pour atteindre ses objectifs et que les autres ne réagissent pas. Aujourd'hui, on comprend que l'Église catholique a aussi un mot à dire. On comprend que l'Église protestante a aussi un mot à dire parce qu'ils ont aussi de l'ancrage sociologique. Et donc, devant cette réalité, au regard de rapports de force qui se sont dégagés pendant tous ces temps, les autres ont compris qu'il y avait aussi possibilité de le mettre hors d'état de nuire. Nous, de notre côté, nous disons, nous devons éviter que l'Église catholique et les autres se réconcilient avec M. Félix Tshisekedi. Voyez-vous? Parce que nous demandons d'ailleurs que la tension monte de plus en plus pour que l'article 64 soit effectivement déclenché ou enclenché. Parce que si aujourd'hui, ils arrivaient à se mettre ensemble pour étouffer l'affaire et laisser à ce que nous ayons des élections bâclées, ça sera une autre manière pour nous de reporter notre malheur. Et en 2023, tout le monde va se rendre compte que nous avons commis une erreur et en 2028, il y aura encore des graissements des dents. Nous devons en finir et aujourd'hui et maintenant. Vous prêchez pour la tension dans le pays? Non, je prêche pour qu'il y ait changement. Non, vous dites qu'il ne devait pas s'entendre, comme ça la tension... Non, mais effectivement, qu'ils continuent avec leur orgueil. Ils étaient trop orgueilleux. Moi, j'ai pensé qu'ils avaient la maîtrise de tout. Et mais lorsque aujourd'hui on voit M. Félix Tshisekedi envoyer ses acolytes pour aller échanger avec les cardinals, c'est justement parce qu'il a compris qu'il n'avait pas le pouvoir absolu. Ça, c'est un bon signe. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi a compris qu'il n'était pas Dieu. Dieu ne négocie pas avec les acteurs de la société civile. Ce qui veut dire que là, il y a les changements de rapport de force. Et moi, personnellement, je crois que les choses vont changer. Il faut maintenant quitter cette vision du processus électoral bâclé tel que présenté par M. Félix Tshisekedi justement, parce que dans le système électoral, nous avons deux composantes. Nous insistons sur ce fait-là. Ne pensez pas que Denis Kadima est le problème. Non, ce n'est qu'un symptôme. Le grand virus, c'est ce que nous voyons, c'est le régime de la honte. Parce que les gens semblent négliger l'importance de la Cour constitutionnelle. Est-ce que dans tout ce que vous préconisez comme réforme, qui a déjà pensé à la Cour constitutionnelle? Non, mais elle vient de nous démontrer son indépendance dans l'affaire Matata. Non, mais non. Vous avez dit que c'était une affaire instrumentalisée. La Cour a, contre toute attente, contre vous les opposants, il s'est déclaré incompétent. Non, mais il faut aussi connaître de l'affaire Matata. Non, mais attention, il faut être très prudent. Ce qui est vrai, si la Cour s'est prononcée ainsi, ce n'est pas parce que les juges étaient suffisamment indépendants, mais c'était justement par rapport à la force des arguments développés par tous ceux qui se sont intéressés à ces sujets-là. Nous avons démontré ici que la Cour n'était pas compétente. Ils n'ont pas trouvé de substance par rapport à la Constitution. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une disposition de la Constitution qui leur donnait la possibilité de juger un ancien Premier ministre parce qu'il n'y a pas de fondement. Mais par rapport au processus électoral, ils peuvent en créer. Ils peuvent en créer. Est-ce que les gens ne savent pas que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui décide ou qui proclame les derniers résultats? Parce que les résultats publiés par la CENI, ce sont des résultats provisoires. C'est la Cour constitutionnelle qui fera de celui qui sera président demain, président de la République. Même si vous déposez votre candidature au niveau de la CENI et qu'il y a contestation de votre qualité d'être candidat président ou député, la Cour peut vous bloquer. Même si la CENI vous proclamez président, la Cour peut vous bloquer. Ce qui veut dire que l'élément essentiel n'est pas seulement Kadima en tant que président de la CENI, l'élément essentiel, c'est la composition du système électoral. Les gens semblent négliger l'importance de la Cour constitutionnelle. Je vous dis, vous ne pouvez pas aller dans cette voie-là. Mais ce que moi je voudrais rappeler, c'est que nous voulons faire passer comme message. Vous vous battez pour avoir les élections. Mais posez-vous la question sur les élections qui se sont passées dans ces pays.
où nous avons vu un ancien président de la République décider sur qui devait être président. Ça, c'est quand même grave, c'est inacceptable. Alors, lorsque vous n'arrivez pas à résoudre ce problème-là, je ne pense pas que vous arriverez à résoudre le problème de 2023. Donc, on retient quoi? Que c'est une capitulation. Deuxième chose, malgré la capitulation et le charme, vous croyez à l'évêque Ambongo, le cardinal Ambongo, rien ne changera? Non, je souhaite, sincèrement, je ne vois pas comment il va abdiquer à ce combat-là. Parce qu'il y a des gens qui se sont engagés et certainement qu'il va continuer dans cet élan. Bien que nous ne partageons pas, dans une certaine mesure, leur démarche ou la finalité de leur action. La question de la dépolitisation de la mais du CENI. moins, nous savons que leur combat peut aussi donner de l'eau à notre moulin. Et voilà pourquoi nous soutenons. Nous pouvons facilement enclencher l'article 64. Donc vous dites que le décor est tellement mal planté que quelles que soient les manifestations, quel que soit ce qu'on fera, le président Tshisekedi ne changera pas. La seule solution, le seul remède, c'est de l'envoyer en retraite anticipée. Voilà. En appliquant l'article. Non, mais le souverain, c'est qui? C'est pas le peuple. C'est le peuple. Sans le vouloir, vous prêchez aussi pour un désordre. Hein, non, mais les désordres, c'est ce que nous vivons là. Les désordres, c'est ce que nous vivons. Vous serez un militaire avec des propos comme ça, un jour, l'armée risque de dire, Bolo Djo a dit, écoutez, les militaires vont faire quoi? Nous parlons politique. Ils vont faire quoi? Si, ils vont faire ce Non, mais déjà que vous prêchez pour l'attention, on est en Afrique, on connaît comment ça se passe. Comment un homme politique sérieux, qui peut avoir des ambitions politiques, peut passer sur un plateau de télévision pour prêcher l'attention, prêcher le soulèvement, prêcher... C'est terrible quand même. Non, mais attendez. Ne me dites pas que nous sommes plus intelligents que le Constituant. Lorsqu'on écrivait les dispositions de l'article 64, toute cette classe politique était où? Moi, je n'étais pas... J'étais dans la salle, c'est vrai, mais je n'avais pas participé. J'ai assisté. Lorsqu'on débattait sur cette question, la plupart de ceux qui sont avec M. Félix Tshisekedi étaient là. Et la Constitution n'a pas été taillée sur mesure. Les mêmes dispositions de l'article 64 ont été mises en évidence, ont été exploitées par M. Félix Tshisekedi et sa famille politique. Qu'est-ce qui a changé? Lorsque lui et tous ceux qui l'entourent parlaient de l'article 64, c'était en violation de la Constitution? Pourquoi ça doit devenir un crime aujourd'hui? Qui a dit qu'il n'y a que eux qui ont le droit d'en parler et les autres qui n'en ont pas? Qui leur a dit que nous sommes leurs sujets, qu'ils peuvent nous utiliser comme ils veulent? Moi, je ne suis pas un adepte, je suis un Congolais pur. Du fait que mon père, ma mère, mes grands-pères, mes grands-mères, tous, sans exception, sont des Congolais. Je dois aussi à user d'une disposition de la Constitution. Ils ont tenté de m'intimider en disant non, voilà, si vous osez, il y a une disposition dans le même article qui vous mettra tout ça. Non, mais attendez, M. Félix Tshisekedi n'est même pas concerné par les deuxièmes alinéas. On parle là d'une institution, d'un pouvoir constitutionnellement établi. Lui, il est l'invention de Kabila. Il n'est même pas concerné. S'il était réellement élu, s'il n'était pas kabilocratiquement élu, on se dirait, voilà, c'est une institution constitutionnellement établie. Lui, il n'a pas été constitutionnellement établi. Il a été kabilocratiquement établi. Ce qui veut dire que nous pouvons user de l'article 64. Parce qu'en comptant les articles, tout le monde sait que la Constitution a 229 articles. Si vous dites que l'article 64 n'existe pas, ce qui veut dire qu'il faut réduire un article. Il y a un article dans la Constitution, l'article 64, qui voudrait à ce que tout Congolais, tous ceux qui ont le souci de voir le pays fonctionner normalement, ne doivent pas tolérer, ne doivent pas cautionner la forfaiture électorale, et nous devons tout faire pour que tous ceux qui viendront après sachent que le peuple est souverain et personne n'a le droit d'avoir le pouvoir en dehors du peuple. C'est ça notre combat. Kabilocratiquement élu. J'aime bien cette expression quand vous y revenez. Hein. Kabila, que vous avez à un moment donné très servi ici, vous avez même juré. Très servi. Vous avez même juré que vous les soutiendrez même s'il n'est pas président de la République. Hein. Vous êtes quand même un ancien Kabiliste. C'est une part de vous que beaucoup ne connaissent pas. Hein. Non, mais ceux qui ne connaissent pas risquent de me surprendre. Moi-même, je l'ai dit. Que vous n'aimez pas trop vanter, quoi. Non, mais vanter quoi? Vous n'aimez pas trop que les gens le sachent. Ah bon? C'est un kabiliste, hein? C'est un ancien kabiliste. Ah, ancien. Heureusement. Etienne Tshisekedi était un ancien moboutiste. Félix Tshisekedi était un ancien moboutiste. Pourquoi eux ne mettent pas des affiches? C'est un droit.
j'avais le droit de soutenir le projet 5 chantiers et la révolution de la modernité, mais je ne soutenais pas la personne. C'est ça la nuance. Comme aujourd'hui, je soutiens des idées, mais je ne soutiens pas les personnes. C'est ça mon combat. Moi, je n'ai jamais été djaloliste, comme le père fondateur de l'UDPS. Je n'ai jamais chanté pour Kabila. Je ne me suis jamais habillé en Kabila. Je n'ai jamais travaillé pour Kabila. Mais j'ai soutenu le projet. Qui m'a déjà vu à côté de Kabila? Qui? Mais moi, je voyais Mende. Je voyais Bahati. Je voyais notre frère, c'est lui que vous appelez Premier ministre. Samalou Konde. C'est lui qu'on appelle Premier ministre. Mais il n'y a plus de Premier ministre, il devient assistant là. C'est-à-dire que là, il faut que les gens sachent que je n'ai jamais servi Kabila. Je n'ai jamais travaillé pour Kabila. J'étais membre de Panader qui était membre de la majorité parlementaire, mais je n'ai jamais servi Kabila. On risquerait aussi de dire, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui sont membres, je prends un exemple, tous ceux qui sont membres de l'AFDC étaient au service de Kabila. Non. C'est Bahati et les cadres du parti qui sont au service de Kabila et de Félix Tshisekedi, et les autres sont au service de leur parti, mais qui est membre de la majorité parlementaire. Allez, Bolodja, on va prendre le deuxième thème de cette émission parce qu'on parle de Kabila. Vous avez vu cette enquête sortie en pompe, en triomphe ici, un conglomérat de journalistes qui parlent de cette affaire des Congo hold-up. On sait des millions de dollars américains, Alain Bolodja. Est-ce que vous pensez que Kabila est véritablement voleur tel qu'il est peint dans cette enquête? Et qu'est-ce que vous souhaitez dans l'avenir? Vous voulez quoi? Vous voulez que l'homme soit arrêté? Vous analysez comment la sortie de cette enquête des Congo hold-up? En tout cas, la question a été bien formulée. Bravo. Parce que dans la plupart des cas, on se limite seulement à constater. Et peu sont ceux qui arrivent à entrer en profondeur. Personnellement, je ne peux pas être surpris lorsqu'on me dit que Kabila a détourné ou aurait détourné. Je ne serais pas surpris. Parce que même lorsque nous étions dans la majorité parlementaire, chaque jour, chaque fois que nous passions à la télé, on fustigeait la gestion. Et même le président de mon parti de l'époque, M. Jean-Marie Boulam, que je cite ici, le disait très souvent que le pays était mal géré, surtout en matière de finances publiques. Ceux qui étaient au pouvoir se permettaient de tout faire. Tout faire. Et aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur propre turpitude. Comment pouvez-vous expliquer? Dans un pays où il y a des textes de loi, mais l'oralité battait son plein. N'avez-vous pas vu dans ce pays des gens qui étaient arrêtés justement pour avoir imité la voix de M. Kabila et faire sortir l'argent dans le compte du trésor? Il y a eu des Congolais qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui ont été arrêtés, même à l'hôtel Lady à Matadi, justement parce qu'ils utilisaient, je ne sais pas comment ils ont procédé, un numéro de Kabila et qu'ils appelaient les gens. Moi, j'ai vu ça à la télé. Ce qui veut dire que le fait seulement que nous étions sortis de normes, les gens n'ont pas compris que cela donnait la possibilité à avoir ces genres de situations. Le pays a été mal géré. Nous le savons tous. Même ceux qui étaient dans l'opposition d'hier le savaient. Mais maintenant, dites-moi. Donc cette enquête ne vous surprend pas? Non, l'enquête... Il y en aura encore. Peut-être l'intentionnalité peut être mauvaise, mais l'information, sincèrement, je la prends en tant que telle, mais avec des pincettes, parce qu'il y a aussi d'autres éléments que je ne maîtrise pas jusqu'à. Mais ce qui est vrai, je ne peux pas être surpris que l'on cite M. Félix et M. Kabila parmi les détournés de la République. Je ne sais pas ça. Ok, allons au-delà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez quoi? Qu'on se limite au niveau de l'enquête? Parce que je vois que les gens sont un peu émotifs. C'est l'émotion. Contre, pour, on dit c'est le néocolonialisme. Qu'est-ce que la République doit faire, M. Bolodja? Non, le problème c'est que ces rapports-là ne nous est pas destinés. Le rapport est destiné à l'opinion internationale. Nous devons aussi avoir notre propre rapport. Il faudrait que le service chargé de l'audit et des enquêtes sur ces matières-là puisse aussi être activé. Donc la justice doit se saisir de l'affaire. Nous devons confronter ce qui a été dit dans ces rapports et ce qui s'est passé réellement sur le terrain.
Parce que aujourd'hui, dans le monde, il est plus facile de retracer le fonds qu'il y a de cela 30 ans ou 50 ans. Au niveau des banques, il y a des opérations qui se font, ces transferts-là, il y a des écritures qui se passent, il y a possibilité de retracer. Si on nous dit qu'il y avait autant d'argent au niveau de la banque centrale qui était sorti pour entrer dans tel compte, on doit motiver. Pourquoi le gouverneur de la banque avait-il autorisé que l'argent puisse être versé dans tel compte? Et le compte là appartient à qui? Si le compte appartient à la banque et que la banque a transféré l'argent, on peut retracer. Mais c'est que moi personnellement, je ne voudrais pas douter de leur sincérité. C'est que moi personnellement, je n'arrive pas à comprendre. C'est de voir, on cite Kabila et on semble négliger, dédouaner le gouverneur de la banque centrale, la banque BGFI Bank, on cite le frère Félix Séké alors que Kabila, alors que la banque est une personne morale qui a un statut qui est distinct du statut du frère Kabila. On cite la femme de Kabila et personne ne nous dit qui a perçu réellement l'argent. Si on a tous ces éléments, on va apprécier. Parce que c'est qu'il faut savoir... Donc la justice doit se saisir de l'affaire. Vous prêchez pour ça? Non, la justice doit se saisir de toutes ces affaires liées aux finances publiques. Pas seulement le dossier de Kabila. Il y en a d'autres encore? Oh! Non, mais il y en a beaucoup. Sous le régime de Kabila? Non, que ce soit sur Kabila, que ce soit sur Félix. Ne me dites pas que Kabila, en 18 ans, il n'a détourné que 138 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui justifie l'enrichissement illicite? Il faut aller au-delà. On ne doit pas utiliser cette information pour des fins politiques. Si vous voulez aider la République à recouvrer tout ce qui a été détourné, il faut aller en profondeur. Il faut traiter sur tous les dossiers. Il faut même aller jusqu'en 1960. On doit commencer à retracer. Qu'est-ce qui a été fait? C'est ça, auditer la République. Et faire aussi ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que j'ai eu à faire beaucoup d'émissions pour démontrer noir sur blanc le caractère criminel de ces pouvoirs. Mais on semble négliger. Là, le procureur général ne peut pas s'en saisir. Les mots sont durs, un caractère criminel quand même. Non, mais c'est un caractère criminel. Ça, c'est un crime économique. Vous parlez de la criminalité économique? Non, oui. mais c'est un crime. C'est un crime. Ce sont des criminels. Donc ce régime ici est criminel? Non, mais je vous dis, on peut les démontrer noir sur blanc. Ce sont des criminels. Vous traitez le régime du président Tshisekedi d'être un régime criminel? Non, mais ne me dites pas le contraire. Non, c'est vous qui parlez, hein. Mais je vous dis que quels sont ces éléments qui nous non, mais il y en a beaucoup. Vous n'avez pas suivi l'adoption du rapport de la Cour des comptes, la loi sur la réduction des comptes? Moi, j'ai suivi, mais je n'étais pas surpris, mais j'étais quand même étonné de voir que l'Union sacrée nous a démontré que leur gestion était une gestion calamiteuse. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des dépassements, vous pensez quoi? Ce n'est pas un crime économique? L'IGF a dit que ce n'est pas un crime. Non, mais l'IGF est mal placé, c'est un militant d'un parti politique. Ce qui est vrai, lorsqu'on prend l'argent où il y a eu préaffectation de 1 milliard 200 millions et que l'on dépense 1 milliard 200 millions et que l'on dépense 5 milliards, c'est-à-dire qu'on a ponctionné quelque part. Personne n'a le droit d'échanger les lignes de crédit si ce n'est le Parlement. Ils ont déposé leur projet de budget. Il y a une loi rectificative, une proposition de loi rectificative. Pourquoi? C'est ça la pratique. Est-ce qu'à l'époque, M. Félix Séké avait-il fait ça? Non. Ils ont présenté un budget de 10 milliards 900 millions. Ils n'ont même pas pu mobiliser 50% de recettes, les prévisions des recettes, mais il y a eu des dépassements de plus de 100%. Et pendant ce temps, l'armée n'a pas pu avoir le moyen, il n'a pas pu consommer son crédit. Le ministère de l'Agriculture n'a rien bénéficié. Autant de domaines, la santé, l'éducation, ils n'ont pas pu mettre à la disposition des autres départements le moyen. Tout a été Tshisekedi-centré. On n'a fait que la politique de M. Félix Séké pendant toute une année. Devant cette réalité, vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème. Si nous allons dans le projet 100 jours, on touche le projet de lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Ils se sont permis, eux, ce pouvoir de la honte.
d'aller au niveau du fonds de promotion de l'industrie, aller prendre de l'argent pour acheter les épices et venir vendre à Kinshasa. Qui a fait les rapports? Qui a fait les rapports? Qui a donné le droit à la présidente de la République d'aller au niveau du fonds de promotion de l'industrie et de prendre l'argent, de réquisitionner les camions de l'armée et d'envoyer les gens aller acheter les épices dans l'intérieur? Est-ce que la présidence fait le commerce? Non. Lorsque vous prenez le programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, ils sont allés même en Égypte. Moi, j'ai vu un conseiller principal en charge des questions économiques et financières qui s'est permis de vous dire qu'il a été soutenu par le fonds de promotion de l'industrie justement parce qu'il était en mission pour accompagner cette structure. Ça ne se fait pas comme ça. Et pourtant, ils ont leur fonctionnement. Lorsque vous prenez le projet Tilégelou, ce sont des crimes, mes chers amis. Ce sont des crimes. Ces gens sont venus nous piller, nous tuer. Ce sont des criminels. Alors, devons-nous continuer à dorloter M. Félix Ségué parce qu'on a peur? Non. Ça doit s'arrêter. On n'a pas le choix. On doit juger tout le monde. Tous ceux qui ont trempé leurs mains dans le finance publique doivent être arrêtés. Là, nous restons intransigeants. S'ils ne sont pas jugés aujourd'hui, ils le seront demain. Personne ne va échapper. Si votre père avait détourné l'argent ou la maison de quelqu'un, on va arrêter, on va récupérer tout ça. Parce que tout ce que nous avons dans ces pays appartient à tout le monde. Pendant que eux se font une santé financière, il y a des gens qui n'ont rien. Donc, dans l'affaire de Congo, ceux qui disent qu'il s'agit du néocolonialisme, vous n'êtes pas d'accord? Non, ils peuvent avoir ces intentions-là, mais ce qui est vrai, c'est une information. Ce que nous en faisons, c'est ce qui va déterminer si nous sommes souverains ou pas.